Bonjour à tous, merci d'être là. Merci surtout à Sébastien Bazin qui nous fait le plaisir et le privilège d'être là parmi nous. Pour lui, c'est très facile parce que vous savez ses fonctions. Vous imaginez, il a un emploi du temps très, très souple. L'après-midi, piscine, après le thé. Enfin bon, donc je sais que tu as fait un gros effort pour venir et j'y suis particulièrement sensible. Je vais donc commencer par faire un portrait de toi assez désagréable. Oui, pardon. Il faut que je fasse un portrait désagréable, c'est la règle. Et puis après, dans cette introduction très brillante, tu vas voir, tu n'as pas de souci à te faire, je vais aborder brièvement, aborder certaines questions que nous nous posons et auxquelles peut-être tu pourras répondre. Donc là, dans ce type d'exercice, on commence par un portrait. Donc tu as fait des études brillantes. Difficiles. Difficile. Si ma mémoire est exacte, tu as fait des études de gestion à la Sorbonne, ouais. Et à Dauphine aussi. Ah mais non, ils m'ont pas pris à Dauphine. Ils n'ont pas voulu toi. Et puis lorsque tu as fini tes études, tu es allé à San Francisco travailler dans la finance pendant 2 ans. Ouais. Et puis tu es revenu parmi nous. Ah non, je suis resté 7 ans aux États-Unis. 7 ans aux États-Unis. Mais tu ne les fais pas du tout. Et puis après, tu es revenu en France dans une banque d'affaires pendant 2 ans. Et puis après 5 ans, directeur général d'un groupe d'hôtellerie. Oui, que tu connais bien. Ça nous rappelle des souvenirs communs. Et puis en 97... Maître Lambert. Ah, le président Lambert est là, donc c'est vraiment... Ah, ça, vraiment. Les choses sont importantes. Et puis en 97, Tom Barak, qui avait fondé le fonds d'investissement Colony aux États-Unis, t'a confié la création et la division de l'aspect européen de Colony. Tu as multiplié les investissements de plus en plus importants dans beaucoup de secteurs très diversifiés. De mémoire, j'ai noté l'immobilier, l'hôtellerie, la grande distribution, le vin, ouais. Et le football aussi. Indeed. Et le football. Et dès cette époque, tu connais la célébrité, tu as ton nom dans les journaux, et puis tu as ce suprême honneur qui est vraiment le signe de la caricature dans les Échos. Ça, c'est franchement, il n'y a rien de mieux. Donc, tu étais déjà au top, mais voilà que fin août 2013, à la surprise générale, tu quittes Colony pour être nommé président-directeur général d'Accor. Alors là, je fais une toute petite parenthèse pour les étudiants qui ne connaîtraient pas parfaitement Accor. Je donne juste quelques chiffres pour mesurer la dimension. Le groupe est présent dans 92 pays. Tu diras si je dis des bêtises. 3600 hôtels, 460 000 chambres. Un nouvel hôtel ouvert tous les 2 jours. Ouais. Une dizaine de marques qui vont de l'économique au luxe. Et 160 000 collaborateurs. Et à Colony, vous étiez combien? 30 ou... Ah non, on était bien 42. 40, voilà. Donc de 40 à 160 000. Alors évidemment, c'est un sacré changement culturel et on s'interroge. Bien sûr, le PDG d'un groupe de cette dimension est un personnage important dans la société parisienne. Je fais attention maintenant. Il occupe le plus beau bureau. Il est photographié comme une star de cinéma. Il est entouré de collaborateurs totalement dévoués, parfois légèrement flatteurs. C'est pas toi qui me l'as dit. Hein. Non, on verra si François dit quelque chose tout à l'heure. Il reçoit des décorations, il remet des décorations. Il préside les arbres de Noël, il distribue les jouets aux enfants, il multiplie les discours, les interviews, et, il faut bien que je le dise, les avocats et les banquiers et d'autres se prosternent à ses pieds pour obtenir un dossier. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu, Jean-Philippe. Aux conférences que j'organise régulièrement. Pour obtenir un dossier, un mandat. Comme je te connais, je sais que tout cela t'amuse beaucoup. Mais le PDG, c'est aussi celui qui est exposé, le plus exposé. Si le groupe réussit, le président réussit. Mais si le groupe ne réussit pas, ou même s'il stagne, c'est l'échec du président.